L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de mettre à jour la petite projection financière et de vous actualiser sur les principaux sujets financiers de l'Olympique de Marseille en cette période de Noël. La mise à jour de la projection financière annuelle est basée sur celle que vous avez vue en mai 2024 avec quelques changements d'hypothèses que je vais vous expliquer ici. J'ai toujours pas accès aux chiffres internes de l'OM, donc c'est basé sur des analyses de la chaîne 13 Pichado et en toute transparence, je vous explique un peu tous les détails de comment j'en arrive à ces conclusions. Donc ce qui a un peu changé par rapport à la projection précédente, c'est surtout que j'ai revu à la baisse les droits audiovisuels pour la saison 2025. J'ai aussi rééquilibré les paiements de CVC entre l'année 2024 et l'année 2025. Et j'ai un petit peu revu aussi les questions d'amortissement d'indemnité de mutation et de masse salariale en regardant ce qui s'est passé concrètement pendant le mercato d'été 2023-2024. J'ai aussi actualisé la projection en commençant à se projeter sur l'année 2026 en espérant une qualification pour la Ligue des Champions et même pour les barrages de 16e de finale. Ça, c'est une estimation de ce qu'on pourrait budgéter pour la saison suivante. Évidemment, il faudra préciser ça davantage en fonction du classement en fin de saison. Il faudra également préciser davantage ce qu'il y a comme investissement disponible de l'actionnaire. Mais là, je me suis basé sur le fait que l'actionnaire n'investissait pas davantage et qu'on se contentait des ressources de la Ligue des Champions principalement pour continuer à développer le club de manière ambitieuse. On voit une évolution du résultat des opérations hors mutation qui est un peu plus défavorable que ce que j'avais prévu initialement. 80 millions d'euros de pertes hors mutation prévues sur les années 2024 et 2025. Là, on est plutôt sur un ordre de grandeur de 100 millions d'euros de pertes hors mutation compte tenu de cette projection ajustée. Et pour l'année 2026, une perte hors mutation de l'ordre de 38 millions d'euros avec un business plan quand même assez agressif sur le plan de l'investissement en transfert et en masse salariale. En dessous de la ligne du résultat des opérations hors mutation, il y a principalement le résultat des opérations de mutation. Donc là, c'est, comme je vous l'avais déjà expliqué, la différence entre le produit des ventes de joueurs, donc les ventes de joueurs, les transferts, et puis la différence avec leur valeur comptable, donc ça c'est leur prix d'achat, moins les amortissements qu'on a fait depuis leur achat. Et puis on a aussi les prêts qui ont pu être payés dans un sens ou dans l'autre, qui sont intégrés au résultat des opérations de mutation. Il y a aussi un résultat financier et puis un résultat exceptionnel, notamment ça peut concerner sur la saison 2023, il me semble que ça correspondait à la transaction pour l'accord sur Papgay qui avait causé ce résultat exceptionnel de 5,7 millions d'euros. En tout cas, au niveau du résultat net, ça se présente plutôt pas mal, vu qu'on a des résultats positifs au niveau des résultats des opérations de mutation. Alors pour l'année 2026, j'ai mis une hypothèse de plus 40 millions d'euros qui est tout à fait théorique, mais pour les années 2024 et 2025, je me base réellement sur les transferts qui ont été effectués. Et puis le résultat net, du coup, avec une perte d'une quarantaine de millions d'euros qui serait plus favorable que ce que j'avais prévu, un peu moins que les 70 millions d'euros que j'avais prévu initialement. Donc les hypothèses qui sont retenues pour cette projection financière, c'est la participation à la Ligue des Champions en 2025-2026 qui entraîne une augmentation de à peu près 101 millions d'euros des revenus au total, dont 67,5 millions qui sont dus aux droits télé. La billetterie également augmente de 16 millions d'euros. Il y a des augmentations aussi sur les lignes de sponsoring et de merchandising qui sont dues à la participation à la Ligue des Champions. Ça reste à valider forcément, mais dans ces ordres de magnitude, aujourd'hui, effectivement, une participation à la nouvelle formule de la Ligue des Champions, ça peut rapporter dans les 80 à 100 millions d'euros de plus à l'OM par rapport à une non-participation à la Coupe d'Europe comme cette année. On a une croissance des produits hors mutation, en général, bon an, mal an, qui est d'à peu près 4,5% historiquement. Donc je me base là-dessus, en gros, pour estimer les produits en général, sachant que cette année, par contre, on a une petite baisse des droits télé nationaux que j'ai estimé à 42 millions selon un détail que je vais vous donner juste après. Attention, il s'agit toujours d'hypothèses de la chaîne 13 Pichado à valeur illustrative et pour discussion. Alors, l'évolution des droits télé, on sait que la part de CVC, elle est augmentée cette saison de 13% à 20% pendant l'exercice 2024-2025 et l'exercice 2025-2026 en compensation des sommes qui n'ont pas été versées en 2023-2024. Et il n'y a pas eu d'accord avec les clubs européens sur la répartition des droits télé européens. Et donc par conséquent, c'est un petit peu différent de ce que j'avais projeté en mai avant d'avoir les informations sur les droits télé.
On est un peu en dessous, je vise à peu près 42 millions d'euros de droits télé pour l'OM, en déduisant la taxe Buffet, les paiements à CVC, en répartissant ça de la manière à peu près équitable, en pensant que ça se fait sur la base du classement de la Ligue 1 et de l'Audimat, donc en me disant que ça reflèterait à peu près la même distribution qu'en 2023, en espérant qu'on est sur le podium. Donc grosso modo, c'est à ce genre de montant-là que je m'attends sur les droits télé. Pour ce qui est des hypothèses de charge, alors là, j'ai utilisé la masse salariale selon Capology, qui a baissé d'à peu près 1% entre 2023 et 2024, puis assez fortement de à peu près 8 ou 10% entre 2024 et 2025. Donc ça, c'est la base que j'ai utilisée pour la masse salariale. Là-dessus, j'ai ajusté pour tenir compte pour la saison suivante des prêts avec option d'achat et de la fin de contrat de Mbemba. Puis, selon les hypothèses de Mercato, alors dans les prêts avec option d'achat, ce qui a aussi un petit peu changé par rapport à la vision que j'avais présentée en septembre, c'est que Carboni s'est blessé. Et donc, je considère désormais que l'option d'achat ne sera pas exercée. Donc, j'ai présenté les choses sous cet angle-là. J'ai pas tenu compte du fait qu'on pourrait casser certains prêts, du fait que certaines modalités pourraient changer ou que certaines options pourraient ne pas être exercées. Mais c'est une réalité, il y a des options qui pourraient ne pas être exercées. Il y a une estimation des amortissements des indemnités de mutation selon la valeur nette comptable estimée et la durée de contrat de chaque joueur. Il y a un budget mercato qui est présenté selon des hypothèses. Alors ça, c'est des hypothèses que j'ai un peu faites au doigt mouillé, en me basant un peu sur les rumeurs et sur la vibe, entre guillemets, qu'on entend dans les discours de Longoria ces derniers jours. On a un budget, mettons, d'achat pour cet hiver de 15 millions d'euros, qui correspond un peu au genre de montant qu'on pourrait payer pour un Sildia, par exemple, et une augmentation de salaire, par exemple, de 10 millions d'euros, qui nous permettrait éventuellement d'aller chercher un Paul Pogba en plus de Sildia. Et puis pour l'été prochain, un budget quand même assez conséquent, d'une 50aine de millions d'euros d'achat et d'une 20aine de millions d'euros de salaire, sachant qu'on perd quand même à peu près 8 millions d'euros en salaire sur les fins de contrat et les prêts avec option d'achat. Donc en fait, ça fait plus 12 millions d'euros en termes de masse salariale si on a cet impact-là. Et sur cette saison, bien sûr, si on a une augmentation de salaire de 10 millions d'euros, on n'en prend que 5 millions d'euros pour cette saison. Donc c'est des hypothèses qui sont quand même assez ambitieuses, mais avec potentiellement en plus des ventes de joueurs qui nous permettraient d'augmenter le budget d'achat pour l'été prochain. Mais ça me paraît tout à fait réaliste par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années. Les prêts qu'on voit se terminer cette saison, bah, vous les connaissez. Il y a Brassier, Højbjerg, Carboni, Rowe, Mopé qui sont en prêt à l'OM actuellement. Là-dessus, donc j'ai tenu compte du non-exercice de l'option de Carboni. Il y a des prêts des joueurs qui sont prêtés par Marseille aujourd'hui. Et donc là, j'ai tenu compte de l'exercice de l'option d'achat éventuelle de Unai, Gigot et Paul Lopez. Alors, si c'est pareil avec Rilona, ça sera peut-être avec un autre club. Et par contre, du retour de Simon Ngapando et Tambou et de Camisoko à la fin de leur prêt, et puis du départ de Chancel Mbemba, principalement en fin de contrat. Les transferts, alors voilà, là je vous ai fait un peu la liste de tous les transferts qui sont utilisés, avec la valeur nette comptable que j'ai utilisée pour chacun d'entre eux, qui est basée sur une estimation des prix de vente selon Transfermarkt, et puis la durée de leur contrat estimée selon les informations que j'avais disponibles à ce moment-là. D'autre part, l'estimation du résultat, les transferts sont reportés sur Transfermarkt sur une base saison par saison, alors que dans le cas de la comptabilité, on se base sur la date fatidique du 30 juin. Alors il peut y avoir des transferts qui comptablement ont été rapportés une année ou l'autre et que je me sois trompé là-dessus, donc ça peut faire varier considérablement les chiffres, mais globalement on doit s'y retrouver sur la durée. Néanmoins, en essayant d'utiliser les dates de transfert qui ont été rapportées par la presse et par Transfermarkt, j'en suis arrivé à cette distribution-là des résultats de mutation et des valeurs nettes comptables des joueurs. Voilà un peu tout le détail des informations sur les joueurs qui vous permettent de vous y retrouver pour comprendre tous les transferts qui sont rentrés dans cette analyse. Pour finir cette vidéo, je voudrais quand même revenir sur l'évaluation de Franck McCourt selon les indicateurs clés de performance qu'on avait créés en juin, basés sur
les promesses que Franck McCourt avait faites lors de ses interviews en mai 2024. Et alors là-dessus, donc, je vous ai fait un tableau qui représente toutes ces choses-là. Globalement, sur la structuration du club, je trouve qu'il y a pas mal de ratés qui sont dus peut-être au fait qu'on change encore une fois d'équipe de direction cet été. Mais on nous annonçait cet été que c'était Alban Juster, le directeur financier, et Cecilia Barontini, la nouvelle directrice générale, qui allait prendre du galon et qui allait prendre la succession de Stéphane Tessier notamment. En tout cas, que c'était eux qui allaient prendre des rôles plus importants dans le directoire de l'OM. Et là, on voit que Cecilia Barontini, elle est sur le départ apparemment. Donc il y a déjà des frictions dans cette équipe de direction qui a à peine été constituée l'été dernier, après de nombreux mouvements ces dernières années. Le fait que ça se fasse sur un clash en plus basé sur des questions d'éthique autour du transfert de Greenwood, ça laisse quand même assez mal à l'aise quant au fait qu'on ne permette pas à une femme en plus de s'exprimer sur ce sujet-là au sein du directoire de l'Olympique de Marseille. Donc au niveau de la structuration du club, pour l'instant, ça laisse quand même un goût un peu amer dans la bouche, cette histoire-là. Cependant, la signature de Benatia, c'est quand même assez positif. Et puis, on va laisser le temps faire son œuvre. On va espérer que McCourt va remonter la pente sur cette note-là en confirmant son équipe dirigeante. Mais pour l'instant, sur cette partie-là, c'est pas terrible. Et de la même manière, sur la structuration du centre de formation, on s'appuyait beaucoup sur Marco Otero comme étant la star de ce nouveau centre de formation et la raison pour laquelle la formation allait changer à l'Olympique de Marseille. Le fait de s'entendre dire, après un nouveau changement d'entraîneur, que Otero n'est pas compatible avec le nouvel entraîneur et par conséquent qu'il va quitter le club et qu'il y a des frictions en interne et qu'on va le remplacer en plus par une personne qui était là en 2020-2021 quand Longoria a décidé de changer toute l'équipe et nous a expliqué que c'était Giuntini qui allait être le nouveau directeur du centre de formation à l'époque. Et sur le plan de la stabilité du centre de formation, moi ça me paraît catastrophique. On a besoin de travailler sur le long terme sur ces sujets-là. Donc vraiment pas très satisfaisant. Les signatures des contrats pro des jeunes, c'est plutôt positif, mais ils n'ont pas encore joué. On va espérer les voir un petit peu en Coupe de France. Mais d'un autre côté, on veut quand même avoir des résultats et jouer à Saint-Etienne avec des minots qui n'ont jamais joué, c'est pas forcément non plus un très bon calcul ni pour eux ni pour l'OM. McCourt avait dit qu'il maintenait sa confiance en Longoria et Benatia, alors on les voit, ils sont toujours là malgré des secousses. Le remplacement de Barry Cohen par Jeffrey Ingham n'a pas de conséquences. Toujours le départ de Barontini un peu dans l'équipe de direction qui passe un peu mal, mais le passage des NCG réussi globalement. La stabilité de l'équipe dirigeante et le fait qu'on voit qu'ils projettent sur un long terme à l'OM, c'est quand même assez intéressant, assez prometteur. Sur le fait de continuer à investir, on a vu des montants quand même assez intéressants investis cet été, même si globalement en net, ça ne fait pas des investissements importants réalisés par l'OM, mais il y a quand même des joueurs intéressants qui sont venus, et avec l'arrivée d'Adrien Rabiot, c'est quand même revu un peu à la hausse. Et par rapport à ce que McCourt avait annoncé, je trouve que on n'a pas vu non plus une grande quantité d'investissements sortir de sa poche, même si le club a continué à être agressif sur le marché des transferts. L'amélioration de la performance, elle est plutôt satisfaisante. Être à la deuxième place du podium à ce stade de la saison, c'est tout à fait dans les clous de la performance qu'on pouvait espérer dans un projet à 3 ans. On ne peut absolument pas se plaindre de ça. On peut espérer que ça tienne jusqu'à la fin de la saison. Il va falloir consolider quand même un peu le style de jeu. Ça va mieux sur les derniers matchs. On va renforcer les infrastructures sportives, nous a dit McCourt. On n'a pour l'instant pas vu grand-chose au niveau des travaux, mais il y a quelques rumeurs sur un déménagement de OM Campus et de travaux à la commanderie. Il a dit qu'il n'allait pas vendre le club. On n'a pas eu tellement d'informations à ce sujet-là ces 6 derniers mois, n'en déplaise à certains de la vente OM. Et concernant la recherche d'un club satellite, alors là-dessus, il y a quelques rumeurs qui ont circulé, mais rien de très concret, et pour l'instant, rien qui vienne vraiment sérieusement du côté du club ou du côté de Franck McCourt. Donc, pour l'instant, stand-by de ce côté-là, pas d'informations nouvelles non plus. Le pari de Franck McCourt, pour l'instant, il a quand même à peu près dépensé 571 millions, si je compte bien, pour investir dans l'Olympique de Marseille depuis 2016. C'est une somme quand même tout à fait considérable, mais si on compare à la valorisation actuelle de l'Olympique de Marseille, là on voit que finalement il s'en sort pas si mal que ça. Le multiple utilisé de 3,5 à 4 correspond à peu près à la valorisation actuelle de l'Olympique Lyonnais en bourse,
Donc c'est tout à fait crédible comme comparable, surtout que l'OM est plutôt mieux géré que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. On en arrive à une valeur de l'investissement alors c'est l'investissement de McCourt Europe dans OM SASP qui est de l'ordre de 800 millions d'euros à peu près. Ces 800 millions d'euros, ça représente un profit de plus de 200 millions d'euros potentiellement pour Franck McCourt, qui est donc vraiment en train de gagner son pari à l'OM. Donc merci, surtout abonnez-vous et puis posez vos questions, c'est comme ça que la chaîne vit.